Samia Lamara, comment allez-vous? Ça va, merci. Bonjour à tous et merci aussi pour l'invitation. Merci à vous donc d'avoir accepté cette invitation. Deux spécialistes pour justement parler de la thématique que nous avons choisi d'aborder aujourd'hui. Il s'agit du bégaiement. Comment on définit le bégaiement? En fait, c'est un trouble de l'écoulement de la parole. Et la personne qui est face à cette difficulté, elle est face à une difficulté du parler. Elle est dans la pénibilité et non seulement sur le côté psychologique, mais aussi sur le côté, c'est-à-dire sur le côté psychologique. Oui. Donc elle a des difficultés à se faire valoir auprès de ses proches. Des gens qui sont en face. Tout à fait. Il y a le regard de l'autre. On se sent jugé. Parce que face à cette difficulté, on essaye de surmonter cette difficulté et souvent on n'y arrive pas. Plus l'angoisse elle est importante, plus le problème il s'accentue. Donc de ce fait, c'est un réel cercle vicieux dans lequel la personne qui bégaye n'arrive pas à s'en extraire. Les facteurs extérieurs, par exemple, peuvent aussi provoquer ce trouble de langage chez les enfants. Des fois, il a eu un choc. Est-ce que c'est vrai ou c'est des idées reçues? Bien sûr, parfois même, il peut y avoir un dysfonctionnement réel. Déjà, comme elle l'a dit. Oui, mais après, c'est vrai que parfois, les enfants, quand il y a des railleries entre eux, ça accentue le problème, même si l'enfant n'a pas c'est-à-dire le trouble n'est pas installé. Le fait de s'arrêter, le fait de ne pas pouvoir mettre des mots sur ses pensées va forcément stigmatiser l'enfant et forcément rendre la parole plus difficile, la prise de parole beaucoup plus difficile. Et puis les enseignants, j'imagine, qui doivent aussi collaborer pour mieux aider les enfants dans la rééducation de ce trouble. Le bégaiement, quand il est d'ordre physiologique, le protocole est clair et c'est-à-dire on peut le suivre facilement. Mais quand il est d'ordre psychologique, c'est difficile parfois de détecter le réel problème qui est la cause de ce trouble, justement. Il pourrait être éventuellement au niveau de la famille, quand la famille est dans une situation conflictuelle. Parfois, c'est les camarades, ou comme vous dites, au niveau de l'école, c'est la maltraitance, il faut le dire, parfois de certaines enseignantes. Par les camarades, par les enseignantes, par les enseignantes aussi. Il suffit qu'il ait un petit... je ne sais pas comment vous appelez ça, qu'il s'accroche au mot, ou qu'il bute un petit peu sur un mot. Et l'enseignante, vu parfois le nombre de la classe, elle est obligée de faire vite. Et donc, elle n'a pas le temps de l'attendre et forcément, ça accentue un petit peu le problème. Voilà, donc justement, les enseignantes et les enseignants doivent bien évidemment soutenir ces enfants et collaborer avec toute l'équipe. En fait, c'est une équipe pluridisciplinaire. En fait, c'est très simple. L'enseignante, elle peut facilement, quand il est d'ordre psychologique, l'enseignante peut facilement résoudre, on va dire, le problème en lui donnant un tout petit peu de temps, en essayant de lui faire comprendre qu'il n'y a pas de problème, qu'il peut prendre, c'est-à-dire qu'il peut respirer lentement et de demander à ses camarades d'être bienveillants avec... Voilà, tout à fait. Parce qu'en fait, déjà que ce trouble agace l'enfant en question et puis entraîne également des difficultés relationnelles. Il crée une estime de soi très négative. D'accord. Et donc, le fait de se sous-estimer, le fait de ne plus se faire confiance, va altérer accentuer le trouble. C'est-à-dire le fait qu'il soit psychologique. Bon, quand il est physiologique, on a dit, c'est clair, le protocole à suivre est bien tracé, mais quand il est d'ordre psychologique, on peut y remédier avec
je dirais pas une bonne prise en charge, mais je dirais avant d'arriver à la prise en charge, au moins être bienveillant avec cet enfant, parce que la difficulté réside souvent chez les enfants. Quand on est face à une personne bègue, comment nous, qui ne le sommes pas, doit-on se comporter justement? Des fois, on ne sait pas quoi faire. Des fois, on a tendance à finir les phrases. Comment doit-on à ajouter des mots pour leur faciliter la tâche? Ça veut dire que j'ai pas le temps de t'écouter. Oui, eh ben non, en fait, ça part d'une bonne volonté. Oui. Est-ce que ça part à l'âge adulte ou non? Il y a malheureusement des adultes quand il y a une bonne prise en charge, oui, il peut. Voilà, à quel moment on peut se débarrasser de ce trouble? Mais après, c'est vrai que parfois, il peut y avoir récidive. Quand il y a un événement traumatisant ou quand il y a la personne est confrontée à des situations où il doit prendre la parole face à un supérieur. Généralement, on balbutie pour réclamer un droit. On a du mal à... Donc ça peut revenir d'un moment parfois, à l'autre. Quand c'est maltraité, comme dit ma collègue, et parfois quand il y a des événements de la vie où il est exposé à une grande émotion, de grandes angoisses, de grandes anxiétés. Donner plus la parole à l'enfant à la maison, lui demander plus son avis peut-être pour qu'il puisse s'exprimer davantage. L'impliquer dans aussi, ça tout peut ce être que font bénéfique. les parents à la maison. Ils peuvent impliquer leur enfant, c'est-à-dire pour un petit peu le valoriser dans cette sphère familiale, absolument, et mettre de côté un petit peu cet handicap. Parce que ça pas lui faire rappeler tout le temps, peut-être, ça devient parce que ça un handicap va encore avec le temps qui va tirer vers le bas, j'ai envie de dire. Un dernier mot du côté droit. La bienveillance. Oui, toujours la bienveillance. Très important. Bon, en tout cas, mesdames, merci. Merci à vous d'avoir accepté donc notre invitation et d'avoir partagé avec nous vos connaissances. Et j'espère que justement, elles auront bien servi à toutes les mamans, les parents qui nous regardent.